Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pump pour un nouvel épisode entraînement, vous l'avez vu dans le titre. On va parler des myo-reps, une méthode super intéressante. Et je suis accompagné de Trésor, comme d'habitude, pour creuser tout ça. Salut à tous, salut Max. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé nos dernières publications. On a eu des petits retours sur les quelques debugs qu'on a eu faire. Enfin moi en tout cas de mon côté j'en ai eu quelques-uns, c'était encourageant, donc merci pour ça. On va continuer à proposer des petites choses qui y ressemblent, mais là on revient sur un format un peu plus classique que vous connaissez. On va essayer de traiter ça de manière efficace, parce que c'est pas sûr que ça mérite énormément d'attention. Mais on reviendra dessus, on essaiera de nuancer tout ça. Donc aujourd'hui on a décidé de parler des myo-reps. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter le principe de cette méthode-là, Trésor ? Le principe il est simple, c'est une sorte de cluster à l'échec assez court. Donc dans le but, c'est de déterminer un exercice sur lequel vous allez faire à peu près 25 à 30 répétitions, arriver à l'échec, soit proche de l'échec, après avoir 10 à 15 secondes de pause, même il y en a qui prennent 5 à 10 secondes, et du coup entrecouper différentes séries suivantes de très peu de récupération pour être à chaque fois à l'échec. Donc ça permet finalement d'avoir sur des exercices peut-être soit au poids du corps ou sur une intensité un peu plus faible, d'avoir une proximité de l'échec un peu plus importante. Ouais, c'est ça. Alors pour contextualiser brièvement, c'est pas une méthode qui est toute récente, même si là ces derniers temps on en voit un peu plus parler. Ça a été inventé, popularisé dans les années 2000 par un coach norvégien qui est aussi bodybuilder, qui s'appelle Borg Fagerli. Si vous voulez creuser son compte Insta, il parle beaucoup de cette méthode-là, et il y a beaucoup de coachs qui le reprennent. Donc tu l'as dit, le principe il est simple, c'est grossièrement pour un exercice qui s'y prête à peu près, on fait une grosse série d'activations et des mini-séries, et ça s'apparente à du rest-pause même, pour ceux qui connaissent. Alors malheureusement, il y a peu d'études sur ce protocole-là en particulier, mais si on creuse sur le rest-pause, on a un peu plus de données. Je sais pas si toi tu as du recul par rapport à cette méthode-là. Alors du coup, pour contextualiser, le rest-pause, c'est une méthode où pareil, on va faire une première série, on va aller chercher l'échec. Et pour essayer de gratter quelques reps supplémentaires, on va poser, re-racker ou faire une pause dans notre série de l'ordre de 15-20 secondes souvent. Et ça va permettre d'aller chercher, en général, maximum 6 reps supplémentaires si on fait pas de drop set, si on décharge pas, qu'on garde la même charge de travail. Et ça permet d'aller au-delà de l'échec, je dirais. Et du coup, est-ce qu'on a des données sur ça ? Est-ce que ça c'est intéressant pour la force, l'endurance, la masse, le développement de la masse musculaire ? Est-ce que toi tu as des données par rapport à ça ? Par rapport à la masse musculaire, ça reste intéressant. Même si en soi, ce qu'on remarque, c'est que le volume total et le tonnage total, donc c'est-à-dire le volume que vous allez pouvoir effectuer soit dans la semaine ou soit dans la séance, il aura tendance à diminuer. Et on sait que le volume de travail, ça reste quand même une donnée assez importante pour l'hypertrophie, donc pour la prise de muscle. Il y a ça qui va diminuer. On sait aussi qu'en termes de dommages musculaires, à part si on est en face d'individus entraînés, il y a de potentiels dommages qui seraient un petit peu plus importants dans ce cadre-là. Donc ça peut potentiellement aussi impacter la fréquence d'entraînement, même si la fréquence sert au volume, mais ça reste quand même une variable qui est assez importante. Mais en soi, en termes d'hypertrophie, si on compare à un entraînement traditionnel, en tout cas c'est ce que j'avais trouvé, il n'y a pas de différence significative. Par contre, pour la force max, pour l'explosivité, pour la puissance, il y a des différences quand même. On remarque pour la force, c'est même un peu plus délétère, mais ça c'est assez logique avec les données qu'on a actuellement. C'est que dans tous les cas, l'entraînement à l'échec ou très proche de l'échec n'est pas forcément si bénéfique pour la force max. Donc ça c'est assez cohérent. Et pour la puissance, c'est aussi assez cohérent. On sait qu'il faut toujours être sur fond de fraîcheur physique. Et le but, c'est d'avoir une vitesse gestuelle qui soit relativement importante. Et comme plus on se rapproche de l'échec, plus la vitesse gestuelle diminue, ça serait potentiellement contre-productif. Donc c'est aussi assez cohérent. Alors du coup c'est intéressant, on compare les deux parce que c'est proche, mais la différence entre la méthode des myo-reps et le rest pause, c'est peut-être juste que sur du rest pause, on a une série principale et une autre série où on va aller chercher un échec supplémentaire, alors que les myo-reps,
Là, on cadre les séries supplémentaires de travail par rapport à les séries de travail. Et donc, c'est pas tout à fait le même volume, le même tonnage. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Enfin, techniquement, le tonnage est simple à calculer. C'est la charge fois nombre de reps fois nombre de séries. Donc, ça, c'est relativement simple. Mais dans les études, nous, la manière dont on voit les différents protocoles mis en place pour essayer de standardiser certaines variables, le calcul du volume se fait en fonction du nombre de séries à l'échec. Alors, est-ce qu'on compte les 3 à 5 mini-séries à l'échec supplémentaires pour essayer de comparer les deux? Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a essayé de creuser, voir s'il n'y a pas des données, des gens qui sont penchés sur la question et qui ont essayé de mettre en avant des résultats, des bienfaits. Alors, dites-nous si vous avez des données par rapport à ça. Mais nous, on a trouvé seulement une étude qui n'est même pas encore publiée, qui compare du coup une série de mi-rep avec 3 séries à l'échec. Et ça, c'est directement Borg Fagerli qui le partage, qui dit que c'est pas une pré-étude, mais scientifiquement, en gros, elle n'est pas encore publiée, mais on sait qu'il y a des gens qui travaillent dessus et qu'on a des résultats à mettre en avant. Juste, elle n'a pas encore été critiquée par la communauté scientifique. Donc c'est pour ça, à prendre avec des pincettes. Mais le protocole, il est simple, c'est 2 groupes. C'est un groupe qui effectue un travail de séries à l'échec, 3 séries à l'échec, 2 minutes de repos, un protocole relativement traditionnel, versus un autre groupe qui bosse sur le protocole de mi-rep, où là, pareil, on va voir la série de travail principale avec 3 à 5 séries supplémentaires. Et le but, là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de standardiser le tonnage. Alors, à revérifier, si jamais le protocole énoncé dans les quelques documents qu'on peut en voir n'est pas aussi bien écrit, mais ils ont standardisé le tonnage. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que même si dans le cas d'une programmation, le tonnage, alors autre débat, moi je le vois plus comme rétrospectif que prescriptif, ça permet scientifiquement de standardiser les choses et de voir s'il y a à peu près la même contrainte qui est appliquée pour un groupe musculaire. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que les résultats étaient à peu près les mêmes. Donc on va se dire que c'est pas plus intéressant qu'une méthode traditionnelle, mais en l'occurrence si, parce que réaliser une série de myo-rep, enfin une série de travail avec des séries de myo-rep, ça prend grossièrement 1 minute 30 à 2 minutes, en tout cas dans leur étude, versus 3 séries à l'échec avec 2 minutes de repos. Là, on est plus sur 6 minutes de travail, enfin eux mettent en avant 6 minutes de travail. Ça dépend de la fourchette de répétition et de l'exercice, je pense, mais eux parlent de 6 minutes de travail, donc c'est quand même 3 fois supérieur en termes de temps de travail par rapport au myo-rep pour les mêmes résultats. Donc ça questionne pas mal notre méthode de travail. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bon, en soi, c'est assez cohérent et c'est assez logique. Dans tous les cas, c'est ce qu'on retrouve. Ce qui va être important, c'est dans tous les cas la proximité de l'échec. Donc dans le cadre de la prise de muscle, tant que vous allez être proche de l'échec, ce sera relativement bénéfique. Donc c'est pas incohérent de retrouver des résultats similaires. Moi, je pense surtout que les myo-reps ont une utilité vraiment précieuse lorsque vous n'avez pas de matériel, lorsque vous êtes en vacances et que vous voulez soit continuer à maintenir vos gains en hypertrophie ou peut-être même les développer sans matériel au poids du corps ou sur des exercices à plus faible intensité. Donc lorsqu'on manque de matériel, dans le cadre d'un entraînement un peu traditionnel où vous avez accès à une salle, c'est pas forcément très utile. Puisque je trouve que ça se prête un petit peu moins sur des formats à plus haute intensité, à la limite le rest pause, mais encore ça n'aura pas forcément un effet plus important qu'une série traditionnelle, donc c'est pas forcément très utile. Après, si ça vous fait plaisir, faites-le et ce sera toujours bénéfique. Ouais, et ça c'est pareil, c'est une autre source qu'on pourra vous mettre en avant dans la description. Mais j'avais vu un document qui essaie de rapporter les effets d'une méthode d'entraînement traditionnelle versus les myo-reps. Et ce qui était mis en avant aussi, c'était l'aspect psychologique des athlètes. C'est-à-dire que en termes d'efforts perçus et de récupération, il y avait des résultats qui étaient un peu plus intéressants par rapport aux myo-reps. Et moi, alors à partir de ces données-là plus descriptives, ça me donne envie de le recommander pour des gens qui seraient obligés de bosser certains groupes musculaires qu'ils n'aimeraient pas faire, ou alors qui enduraient beaucoup de fatigue. Parce que du coup, ça permet comme tu l'expliques, soit de maintenir des gains, soit d'exprimer une progression pour un temps de travail réduit. Et dans ce cas-là, c'est quand même super intéressant. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est quand même assez compliqué parce que la perception de l'effort est beaucoup plus importante.
Donc pour justement être réellement objectif en termes de proximité de l'échec, ça peut compliquer. C'est pour ça que l'intensité, parfois, ça peut être une variable qui est intéressante pour justement apprendre à percevoir au mieux l'échec. Et aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on l'avait rappelé dans l'ancien podcast, c'est par rapport à la fatigue centrale. Comme c'est une série qui est plus longue, il y a plus de métabolites qui vont être créés. Et du coup, en fait, ça va créer finalement une fatigue centrale un petit peu plus importante. Donc, on va dire que la fatigue générée au sein de la semaine ou au sein de la séance sera plus importante. Donc ça à prendre en compte, surtout si on est face à un débutant qui n'a pas forcément l'habitude. Donc ça peut impacter aussi les capacités de récupération. Donc, in fine, le volume de travail. Alors c'est ça, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est une forme de discussion. Hein. On essaie de croiser toutes ces données-là, toutes ces réflexions-là par rapport à ce que nous, on sait déjà et ce qu'on a observé déjà. Mais là, actuellement, on a trop peu de données qui nous permettent de faire des prescriptions fiables par rapport à cette méthode-là. Même si, étonnamment, je vois quand même pas mal de gens qui soutiennent ça de manière assez affirmée, comme si c'était une méthode révolutionnaire très intéressante à forcément intégrer. Alors, effectivement, si pour les mêmes résultats, on est capable d'avoir une méthode qui prend beaucoup moins de temps, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Mais en pratique, est-ce qu'on a le recul le recul nécessaire pour affirmer ça? Peut-être un petit peu plus compliqué. Mais pour le contexte, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait des articles relativement populaires qui avaient été faits à ce sujet-là, notamment chez JQ. Alors, je lis pas du tout JQ. Je suis pas sûr de savoir à qui ils s'adressent ou la ligne éditoriale de leur magazine. Mais j'imagine que ça s'adresse plutôt à des hommes. Et ils ont un article qui a été publié l'année dernière qui met en avant cette méthode-là. Et dans le titre, il y a l'entraînement pour gagner du muscle plus rapidement. Alors, à partir du peu de données qu'on a actuellement, c'est complètement ça. C'est pas une méthode qui, pour la même quantité de travail, va amener plus de résultats. C'est une méthode qui, pour la même quantité de résultats, va demander moins de travail. En tout cas, actuellement, c'est ce qu'on nous décrit. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a déjà des articles relativement populaires qui mettent en avant ça, parce que ça veut dire que ça creuse, que potentiellement ça va intéresser un plus large public, et que donc on peut espérer avoir plus d'études sur le sujet, même si malheureusement avec ce genre d'article, il faut toujours prendre des pincettes, parce que les conclusions qu'on en tire ou qu'on en voit sont parfois un petit peu détachées de la réalité du terrain qui nous est décrit par la science. Ouais. Donc au niveau des recommandations, tu en as parlé brièvement. Est-ce que toi tu recommandes cette méthode-là, ou est-ce qu'il y a un contexte dans lequel tu considères que ça peut être intéressant quand même de faire cette méthode? Moi je le recommande vraiment si, par exemple, lorsqu'il y a eu le confinement, pendant justement la crise épidémique, dans ce cas-là je trouve que c'est intéressant puisqu'on n'a pas de matériel à disposition. Ça peut être plus compliqué justement de générer de l'intensité et de mettre une surcharge progressive. Donc les myoreps, ça peut être relativement intéressant puisqu'on peut être au poids du corps et du coup continuer à soit maintenir les gains ou soit stimuler même des gains supplémentaires. Donc dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Je dirais que si c'est dans un cadre relativement classique, dans une salle, et qu'on veut juste justement progresser et gagner du temps, si voilà, ça fait plaisir, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais si par exemple on fait face à un plateau et que l'augmentation du volume peut être une stratégie, dans ce cas-là, ça peut être un petit peu contre-productif. Et du coup, il faudrait peut-être rediriger vers une autre méthode ou trouver d'autres solutions. Et j'aurais tendance aussi à déconseiller dans le cadre justement de la force max, du travail de puissance, et aussi dans le cadre d'un travail d'apprentissage moteur sur un mouvement spécifique. Dans tous les cas, déjà aller à l'échec sur un mouvement que l'on apprend, ça reste contre-productif dans le sens où ça va impacter la fréquence de travail, et on sait que justement la fréquence elle est quand même reliée avec l'apprentissage moteur, donc ça reste intéressant. Donc dans ce cas-là, je mettrai de côté. Et à part ça, non, après suivre les recommandations des myoreps, c'est très intéressant. Et après, vous pouvez pousser les séries. Après, c'est pas forcément utile d'avoir beaucoup de séries, mais si vous voulez augmenter votre volume progressivement, ça peut être aussi intéressant. Mais il faut avoir en compte que vous allez peut-être récupérer un petit peu plus lentement, avoir un petit peu plus de mal justement d'augmenter votre volume et même votre fréquence au sein de la semaine. Donc il faut juste essayer de bien orienter l'entraînement. Mais si c'est quelqu'un qui a besoin de gagner du temps, et qui par exemple a des fois des moments des besoins de s'entraîner chez lui ou sans matériel, ça peut être une méthode tout à fait intéressante.
Alors, si l'objectif c'est uniquement de gagner du temps, effectivement, il y a peut-être d'autres choses à explorer. Et encore une fois, là, chaque fois ce qu'on met en relation, c'est toujours l'adhésion, le fait d'aimer votre entraînement. Ça paraît que c'est des réflexions qui viennent souvent quand on en discute avec les gens qui pratiquent ces entraînements résistance-là. C'est que c'est quand même redondant, hein. Et puis, enfin, le fait de faire un sport et de s'entraîner pour progresser, ça peut apparaître souvent redondant. En l'occurrence, si explorer ce genre de méthode, le temps de 8-12 semaines, ça vous permet de changer d'air, de découvrir une nouvelle manière de travailler. C'est plutôt positif. En tout cas, nous, actuellement, on n'a pas grand-chose qui le contre-indique. Même si effectivement, il y a des entraînements pour lesquels ça s'y prête plus. Là, on ne l'a pas abordé, mais qu'est-ce que tu penses de cette intégration-là dans le cadre d'un entraînement en 7N pour du street workout, par exemple? Tout dépend de l'objectif. Si c'est pour de la prise de muscle uniquement, ça peut être intéressant. Si par contre c'est dans un cadre d'endurance de force ou de progression sur un mouvement spécifique ou même de force max, là c'est contre-productif. Donc j'aurais tendance à peut-être rediriger vers une autre méthode. Ouais, c'est plus compliqué, mais du coup c'est vraiment une méthode qui s'adresse au développement de la masse musculaire par rapport à une autre, plus qu'au développement de performances sportives. Ou en tout cas l'entraînement d'un mouvement en particulier. Et ça, c'est peut-être la chose que vous pourriez retenir de toutes ces réflexions-là, c'est que les myo-reps, ça s'adresse au body, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt dans cet objectif-là. Ouais. Ok, très bon point. Est-ce que tu avais d'autres réflexions à mettre en avant par rapport à tout ça? Peut-être des études que tu avais passées ou des choses que tu as pensées? En soi, il n'y a pas beaucoup de publications sur les myo-reps, il y a plus sur d'autres méthodes comme le rest-pause, même drop-set, on en a parlé. Donc non, pas grand-chose à rajouter. Ouais, c'est ça, on peut essayer de creuser d'autres méthodes si vous voulez. Effectivement, pour des méthodes d'entraînement qui permettent de gagner du temps, on peut parler du superset aussi, qui est quand même autrement plus intéressant à mon sens. En tout cas, il y a plus de choses à dire, on a sûrement plus de recul quand on creuse les documents à ce propos. Mais c'est vrai qu'après, tout ça s'inscrit dans une longue liste de méthodes de travail ou d'intensification pour l'entraînement en résistance. Et il y a beaucoup de choses à dire. Les drop sets, même ceux qui parlent de drop set en termes de charge ou de drop set mécanique, voir si ça a été étudié pour savoir si effectivement c'est intéressant ou pas. Mais là, actuellement, en tout cas, si vous voulez creuser cette notion-là, intéressez-vous au rest pause. Qui paraît un peu plus intéressant, un peu plus facile à intégrer dans une programmation où on est soucieux du volume et ce sera déjà une très bonne base. Après, ce qui peut être intéressant, c'est juste pour rappeler un petit peu pour différents contextes, parce que en fait, ces principes-là, ils reposent sur globalement stimuler le plus d'unités motrices. Donc, c'est essayer d'avoir le plus de fibres musculaires, qu'elles soient lentes ou rapides, pour justement avoir soit une simulation pour les gains en force max, soit la puissance, ou soit la prise de muscle, même si c'est sur un continuum. Mais vous avez 3 façons de le faire. C'est soit vous êtes sur une intensité à partir de 80% et vous essayez de pousser jusqu'à l'échec, soit vous êtes à 30% à peu près d'intensité et vous poussez aussi jusqu'à l'échec, et dans ce cas-là, vous allez bénéficier justement d'un grand recrutement d'unités motrices, ou sinon vous allez avoir aussi une autre méthode qui peut être intéressante dans le cadre de la puissance par exemple, ou même de la force, c'est être à 30% et juste avoir un travail justement à très haute vitesse pour pouvoir stimuler aussi ces unités motrices assez rapides. Donc en fait, vous allez piocher en fonction de l'objectif et du contexte dans ces différents procédés, ces différents objectifs, pour pouvoir aussi répondre justement à vos résultats attendus, quoi. Ok, très bon. Merci pour toutes ces réflexions, Trésor. On va vous laisser là, c'est un épisode relativement rapide par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. N'hésitez pas à nous faire des retours à propos de tout ce qu'on a dit, et même de rebondir sur les quelques points qu'on a pu évoquer sur... si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours intéressant d'échanger à ce propos. Encore une fois, on essaye d'être le plus possible descriptif, même si c'est toujours intéressant d'avoir des discussions et de voir ce qu'on peut recommander par rapport à ça. Mais faites-vous votre avis à partir des ressources les plus brutes possibles. En général, ça force à aller vers la science. Donc n'hésitez pas à creuser les ressources qu'on va partager en description et à nous donner votre ressenti par rapport à tout ça. Et même à nous partager vos résultats si jamais vous intégrez ça à vos entraînements, c'est toujours intéressant. Merci Trésor pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Salut les gars.